une incroyable diversité. On voit des êtres vivants partout. Il ne s'agit pas seulement d'une apparence, il s'agit bien d'une incroyable prolifération d'êtres vivants. On ne cherche pas des fossiles. Non. Nos amis, les Sélénites, peuvent se rassembler en se disant « Mais comment se fait-il qu'il y ait une telle biodiversité sur cette planète-là » Nous, sur la Lune, on sait qu'il n'y a pas grand-chose. Or, l'Assemblée des Sélénites, en découvrant cette incroyable diversité, va découvrir quelque chose d'encore plus étonnant. Cette diversité est coupée en deux. Ouais. Il y a d'un côté des femelles, de l'autre côté des mâles. Et non seulement cette incroyable biodiversité est coupée en deux, mais on dirait que tout est fait pour qu'ils ne se comprennent pas. Il y en a qui sont colorés, d'autres pas. Les mâles peuvent être 2 fois plus grands que les femelles, voire 10 fois plus grands. Certains ont des cornes, d'autres n'en ont pas. Mais comment se fait-il que la biologie, qui a fait apparaître les êtres vivants dans une grande concertation écologique, une belle harmonie de la vie, ait mis sur cette planète bizarre des êtres vivants qu'a priori tout sépare et que rien ne vient réconcilier? À dire vrai, si on regarde d'un peu plus près ces êtres vivants, on va même s'apercevoir qu'ils sont parfois les uns contre les autres. En tout cas, c'est l'impression que tout cela donne. Quittons un peu l'assemblée des Sélénites. En voyant qu'il existe 2 sexes que tout sépare, nous pourrions nous dire aussi sur cette planète que quelque chose est étonnant. Pourquoi faut-il se mettre à 2 pour réaliser ce que nous allons appeler petit à petit la sexualité? Regardez-moi cette différence. Alors c'est une différence dont on dit, c'est sûrement un mythe, mais que les premiers chercheurs en biologie, notamment Linné qui essayait de faire la classification zoologique, en voyant ces 2 êtres vivants, auraient dit ce sont forcément 2 espèces distinctes. Et il leur aurait donné 2 noms différents, Anas flatyrhynchos pour le mâle, Anas bochas pour la femelle. C'est lui qui a inventé la nomenclature en latin. Vous savez, ces jolis noms qu'on met sur votre chat pour ne pas l'appeler votre chat, ou pour ne pas l'appeler, je ne sais pas, Minou, mais pour lui donner comme nom Felis catus. Il y en a parmi vous qui ont appelé leur chat Felis catus? Vous n'avez pas osé? Eh bien, c'est son nom. C'est son nom biologique. Alors, dans la réalité, c'est sûrement une mythologie. Probablement que la plupart des chercheurs savaient déjà que les espèces possédaient des mâles et des femelles. Et il est beaucoup plus probable que notre ami Linné ait fait une confusion entre le canard domestique, vous savez, ce gros canard de barbarie, et puis le canard sauvage. Il faut avouer qu'ils ne se ressemblent guère. Toutefois, reprenons notre assemblée des Sélénites. Eh bien, là-haut, sur la Lune, l'assemblée des Sélénites s'est rassemblée pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette planète dans laquelle il y a 2 sexes, que tout semble séparé? On ne voit pas du tout ce qui pourrait les rassembler. Ils ont l'air d'être d'accord sur rien, depuis la couleur de leurs vêtements, si, mesdames, c'est clair, jusqu'à leur choix dans la vie, leur vision de la vie et leur manière de vivre. Ah oui, vous avez qu'à placer un mâle devant la télévision, vous verrez qu'il ne regarde pas nécessairement le même programme que vous. Surtout s'il y a un match de foot à la télé. Donc, quelque chose se passe. Ça fait rigoler Anaïs, ça. Non, c'est pas Anaïs. Anaïs. J'y suis presque. Je vais y arriver un jour. Même ma foi, vous êtes que quoi, 130, quelque chose comme ça. Je vais finir par y arriver. Je suis pas sûr. Continuons. Alors, il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est que la reproduction a un tantinet d'importance dans l'évolution biologique. En effet, vous êtes les descendants de ceux qui ont réussi à se reproduire. Et vos parents étaient les descendants de ceux qui ont réussi à se reproduire. Ce qui signifie évidemment qu'il n'y aurait pas d'évolution sans la reproduction. C'est assez rigolo à comprendre, parce que beaucoup de revues scientifiques, je ne vais pas vous citer des revues à l'écran, mais il en existe des revues de vulgarisation scientifique dont le nom commence souvent par « science » et quelque chose, ont publié assez récemment, il y a 2 ans à peu près, tout un ensemble d'articles pour montrer mais pourquoi est-ce que l'évolution ne s'applique plus à l'homme. Et d'après eux, c'était parce que les humains utilisent maintenant le chauffage. Vous avez d'ailleurs dit à l'homme, hein, pas à l'humain. Je rectifie quand même, parce que
n'y a pas de raison que ça s'applique à l'un des deux sexes et pas à l'autre. Donc ils avaient expliqué qu'à cause du chauffage, maintenant on n'avait plus le même type d'évolution, que l'environnement ne nous empêchait la sélection naturelle d'agir. C'était évidemment faire une erreur monumentale, puisque l'évolution, ce n'est rien d'autre que la reproduction. Et nous allons comprendre pourquoi petit à petit. Évidemment, la reproduction est essentielle à l'évolution, puisque c'est ça qui va laisser des corps vivants sur la planète. Attention, des corps entiers, pas des petits bouts, pas des petits gènes par-ci par-là. Moi, je voudrais laisser que les gènes de ma beauté physique, par exemple, je ne pourrais pas la laisser sans laisser des tas d'autres choses qui sont un peu ennuyants. Vous voyez, un peu ennuyeuses pour mes descendants. C'est pas facile du tout. On voudrait laisser, je sais pas, des tas de trucs, Malice, la couleur de ses cheveux, à ses descendants, mais c'est pas forcément possible, parce que les gènes ne vont pas forcément transmettre tout. En revanche, une chose est certaine, vous allez en transmettre un gros paquet d'un coup. Que vous le vouliez ou non, vous allez transmettre une moitié de vous-même. Ceux qui restent, donc ceux qui se sont reproduits. Ça va aller très loin, parce que nous allons chercher à définir plus clairement une nouvelle notion de ce qu'est une espèce. En effet, réfléchissez. La plupart des biologistes nous disent qu'une espèce est un groupe de populations interfécondes et potentiellement, reproductivement, isolé de tout autre groupe de population. Ça, c'est la définition de la biologie évolutive, de la base de la théorie évolutive, de la théorie synthétique de l'évolution, ce qu'on appelle aussi le néo-darwinisme, défini par notre ami Ernst Mayr. Ça veut dire que les espèces vont être des groupes d'individus capables d'avoir des descendants entre eux. Et puis que si il n'y a pas de descendants, c'est qu'on est dans une autre espèce. La définition paraît claire parce qu'elle est fondée sur une sorte d'artifice biologique qu'on appelle l'isolement reproducteur. Les espèces seraient isolées entre elles, point final. En effet, un moustique ne peut pas copuler avec une girafe et fabriquer des descendants. En revanche, votre chat ne peut pas le faire avec le tigre, mais en revanche, vous savez que le tigre peut le faire avec le lion, que le loup peut le faire avec le chien. La définition n'est donc pas très claire. Alors d'autres chercheurs ont cherché à définir ça plus clairement, et ils ont inventé un autre concept qui est l'hypothèse que ce seraient des caractéristiques spécifiques qui seraient capables de séduire ou pas. Nous aurions à notre naissance des éléments qui seraient les signes de notre espèce, particulièrement évidents. À dire vrai, quand on regarde un humain, un jeune humain par rapport à un jeune singe, le seul signe vraiment criant de notre espèce, c'est plutôt la forme du pied. Vous allez me dire, certains peuvent être séduits par la forme des pieds, pourquoi pas, peuvent avoir effectivement une effusion sexuelle rien qu'à regarder les pieds. Mais on va quand même penser que ce n'est pas forcément le propre de chacun des humains que de s'enhardir à ne passer sa sexualité que sur cet élément biologique. Et puis chez les autres espèces, ça se passerait comment? Comment faire la différence chez les autres espèces? Eh bien, nous, on va aller un peu plus loin. On va tout simplement supposer que nous avons des caractéristiques individuelles. Et que ces caractères individuels nous permettent cependant de séduire des individus. Est-ce que c'est vrai? A priori, la plupart d'entre vous doivent être quand même persuadés qu'il existe des caractéristiques individuelles qui vous permettent de séduire d'autres individus. Ben oui. Eh bien, si on prend la somme de cette capacité à séduire, nous avons une espèce. Il y a un moment donné où vous allez arrêter de séduire, mettons par exemple que vous allez séduire des gens d'Angers, qui vous sont familiers, peut-être vous allez préférer les gens de Nantes, qui sont encore un peu familiers, voire même vous allez vous enhardir à essayer de séduire un Breton. On peut aller plus loin si on va... Bon, dans le sud, c'est plus facile. Séduire un Marseillais, ça va de soi, ou une Marseillaise. C'est déjà plus difficile si on passe à l'Espagne ou à l'Allemagne. On va peut-être séduire une Polonaise ou une Italienne. Ça va être un peu plus difficile si on commence à passer à des pays africains ou des pays asiatiques. Et franchement, peu d'entre vous, normalement, devraient se marier et faire des enfants avec quelqu'un qui habite Shanghai. C'est pas impossible. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Mais on va dire que la distance va réduire vos potentialités séductrices. À moins, bien entendu,
de vous rendre directement sur place et de rencontrer la jeune personne de Shanghai qui va charmer vos yeux. Car vous possédez encore ces caractéristiques capables de séduire. Mais il y a un moment donné où cette séduction va s'arrêter tout de même. Je ne sais pas, moi, si vous allez dans un zoo et que vous rencontrez un gorille, en dépit de ce qu'on peut dire de Brassens, il avait raison. Il y a fort peu de chances que vous puissiez être séduit. Et vous savez, dans le gorille, dans la chanson de Brassens, il dit si on a le choix entre une petite vieille et un gorille, bon, on va préférer quand même la petite vieille. Bon, ça c'est dans les cas les pires, on est bien d'accord. Il n'empêche que... Comment ça, je suis vieux moi déjà? Non, non, attention. Et donc, la relation sexuelle va petit à petit s'arrêter. Je sais que certaines peuvent encore, ou certains peuvent encore fréquenter les chèvres et les chiennes, ou les chiens, mais on va dire que c'est déjà un peu une anomalie pour l'espèce humaine. Et puis, bon, à partir d'un certain temps, on ne pourra pas. En quelque sorte, les espèces existent parce que les individus continuent de se séduire à l'intérieur de l'espèce. Et tant qu'on est capable de se séduire, on est bien dans la même espèce. Et on se séduit sur des caractéristiques individuelles. Ce qui fait de chacun de vous un individu responsable de notre espèce. Ah ah, vous ne deviez pas envisager ça comme ça. Chacune de vos activités qui peut conduire à la reproduction vous rend responsable de l'évolution de l'espèce humaine. Et s'il y a des mutants, ça sera de votre faute. Ou grâce à vous. Chacun peut le prendre comme on veut. Et puis au contraire, eh bien les espèces divergent parce qu'on ne s'aime plus. Prenez les bonobos et les chimpanzés. Bon, bien sûr, il y avait une petite rivière, une grosse rivière même, qui coulait entre les deux. Il n'empêche que depuis un certain temps, ça y est, ils ont décidé de ne plus s'aimer. Et c'est comme ça depuis le début des temps. À chaque fois que deux espèces sont apparues, c'est parce qu'elles ont tout simplement arrêté en grande partie leur reproduction. Les chiens et les loups. Mais aussi, bien entendu, les petites musaraignes du marais poitevin, qui sont pourtant plusieurs espèces qui vivent pourtant au même endroit, mais qui ont décidé de ne plus s'aimer. Alors c'est à dessein que j'utilise le terme amour, parce qu'évidemment, vous l'avez peut-être remarqué, le plus souvent, la relation sexuelle est emplie d'un mécanisme émotionnel extraordinairement important qui, le plus souvent, nous submerge. C'est-à-dire que, si on ne tient pas compte des mécanismes émotifs, on ne comprendra pas pourquoi chez toutes les espèces animales, il y a besoin de comportements d'apaisement avant d'arriver à l'étreinte finale. Et à dire vrai, c'est quand même assez rare que quelqu'un dans la rue vous happe comme ça par la main en disant « Allez, viens, hop, on y va, et on va s'arrêter comme ça, je n'ai aucun sentiment pour toi, tu n'as aucun sentiment pour moi, et on va s'arrêter comme ça. » Chez les espèces animales, le travail émotif se manifeste surtout à travers les mécanismes de la parade nuptiale, à travers tous les mécanismes d'appel. Alors, ça ne nous empêche pas de penser que le monde animal est fondé sur des systèmes, c'est-à-dire sur une organisation particulière qu'on appelle le système sexuel. La manière dont les individus vont pratiquer leur sexualité va pouvoir définir en quelque sorte un système. Mais quand on regarde de plus près, les systèmes sexuels dont on parle sont souvent dépendants de la reproduction acquise ou pas acquise. On va en fait déterminer ce système sexuel à travers l'espèce, à travers le sexe, la maturité physiologique, la position sociale des individus et l'habitat. C'est tout ça qui va constituer un système sexuel spécifique. Spécifique en biologie, ça veut dire propre à l'espèce. Je sais qu'en psychologie, ça veut dire que c'est particulier. Non, là, c'est pas particulier. C'est au contraire propre à l'espèce. C'est un système spécifique. Le système spécifique des humains pose problème. Est-ce vraiment une monogamie, un système de couple? Est-ce au contraire une polygynie successive, une polyandrie successive? Est-ce au contraire un système où on mélange un petit peu tout? Eh bien, évidemment, les classifications sont faites pour qu'on comprenne les choses. Chez l'humain, on a un peu l'impression que la classification qui est faite sur son système sexuel est une classification pour qu'il ne comprenne rien de ce qu'il fait lui-même. Vous allez voir, les choses ne sont pas si simples. C'est un bouvreuil bel oiseau, l'oiseau de chien. Évidemment, la plupart des espèces vont élaborer des rassemblements reproducteurs, plus ou moins temporaires. On va appeler ça pour l'instant des breeding congregations.
Les grenouilles, c'est bien connu, en ce moment, sont en train de chanter. Et elles ne chantent pas pour n'importe quoi. Elles chantent évidemment pour attirer, les mâles chantent pour attirer les femelles. On va donc avoir un grand groupe, une grande congrégation de reproduction. Mais c'est comme ça chez toutes les espèces. Si vous écoutez bien, ce matin, nous avons notre ami le troglodyte qui s'est mis à chanter. Je suis certain qu'en Afrique, on a des éléphants qui commencent à bouger un petit peu et en se disant « Regarde comme je suis beau ». Mais très franchement, chez l'humain, vous n'avez pas l'impression qu'avec l'arrivée du printemps, qui va, j'espère, arriver un jour, nous avons un début d'expression des individus qui deviennent de plus en plus beaux, séduisants, du moins, on commence à avoir envie d'être attirés. On en est peut-être encore loin, hein, on n'est pas encore tout à fait avec les beaux jours. Mais plus les beaux jours vont être là, plus notre envie d'avoir du désir ou de manifester du désir va se faire sentir. Les individus vont se rassembler discrètement pour la reproduction. La question du système sexuel est simple. Combien faut-il être pour réussir une bonne reproduction? Certains d'entre vous croient avoir la réponse. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y apparaît. Évidemment, je parle de biologie, pas de psychologie, parce que si on rajoute à ça tous les petits problèmes psychologiques, alors là, on n'en sort plus. Les systèmes de reproduction, on va les fonder sur plusieurs critères qui sont des critères normaux, faciles à voir. Le nombre de partenaires, comment se déroule l'appariement, c'est-à-dire le rapprochement des partenaires, la durée pendant laquelle les individus vont s'accoupler, vont rester ensemble, et puis le type de soins parentaux. Est-ce que le mâle s'occupe de tenir le biberon ou pas? Tous ces éléments-là vont nous permettre de définir des variations dans le système et de mieux comprendre comment fonctionne la reproduction. Alors, évidemment, les biologistes sont arrivés bien avant vous, et depuis la nuit des temps, enfin c'est surtout à partir du XXe siècle, ont commencé à définir des types de systèmes sexuels. Alors au départ, c'était simple. Il y avait les espèces monogames et puis les espèces polygames. Petit à petit, on a découvert que dans la polygamie c'est le fait d'avoir des gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules sexuelles, de pouvoir les envoyer un peu n'importe où. Hein, donc on a des gamètes entre les mâles et les femelles dans tous les sens. Mais dans cette polygamie, on a des individus qui vont être des femelles et qui vont avoir plusieurs mâles. On va donc appeler ça la polyandrie. Et puis l'inverse, les mâles qui vont essayer de faire ça avec plusieurs femelles. On va donc appeler ça la polygynie. Donc Maëlys, tu découvres qu'une femelle peut être polygame. Tu le savais déjà. A priori, ces types d'associations sont devenus de plus en plus difficiles à croire, et il a fallu y ajouter d'autres facteurs, notamment la durée d'accouplement est devenue de plus en plus importante. On a donc défini ça, en gros, en 5 systèmes sexuels. Le premier, c'est l'association brève. L'association brève, c'est assez simple à comprendre. Ce sont des individus qui vont rester relativement peu de temps ensemble. Prenez les crocodures. Eh bien, la petite crocodure, qui est une des crocodures les plus communes, vous en avez plein à Angers, comme ça, qui se promènent, la petite crocodure vit seule. On va dire, alors, certains disent qu'elle a une vie solitaire. C'est un mauvais mot, parce qu'elle a évidemment une vie sociale. Or, le solitaire, ça s'oppose plutôt à la vie sociale. Dans la réalité, elle a une vie individualiste. Et ça, vous comprenez bien ce que ça veut dire, être individualiste, c'est-à-dire que même quand je suis avec le social, je m'intéresse d'abord à moi. Ce qui est d'ailleurs une très bonne idée parfois. Eh bien, cette vie individualiste et des musaraignes conduit donc la femelle et le mâle à ne pas passer plus de temps ensemble qu'il n'en faut. C'est-à-dire, on se voit, on se séduit assez rapidement, parfois en quelques heures, on copule assez rapidement, et une fois qu'on a fait tout ça, chacun retourne chez soi, et tout va bien. Chez les rhinocéros, le truc est un peu plus simple. Il s'agit ici du rhinocéros blanc. Monsieur va attendre près d'un point d'eau. Oui, parce que les rhinocéros blancs sont des brouteurs, vous savez, et ils vivent dans des grandes savanes sèches. Donc, à un moment donné, il y a une femelle qui va avoir soif. En attendant près du point d'eau, le rassemblement reproducteur va pouvoir se faire. Le mâle, il attend que la femelle passe, et là, il lui dit, bon, je suis pas mal quand même, allez, un petit péage avant d'entrer au point d'eau? Oui, je sais, c'est odieux hein, comme système. Mais bon, le rhinocéros fait ça couramment. Attention, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas tout un ensemble d'éléments de séduction, car savez-vous, les rhinocéros chantent pour séduire les femelles. Oui, ils ont un chant qui n'est pas forcément celui qu'on croirait, mais bon, ça fait des gros bœufs, mais quand même. C'est assez
C'est déjà une tentative, vous voyez, pour essayer de séduire. Rappelez-vous, on a dû commencer quand même en France avec aussi l'idée des troubadours. Hein. C'était assez courant en Occitanie de voir la bataille des fleurs de Toulouse, tout ça. C'était une ambiance occitane qui disait il faut offrir des fleurs, il faut jouer sur les fleurs, avec la grande bataille des fleurs de Toulouse qui finissait, et il fallait chanter, et les troubadours ont été inventés pour cela. Alors, on a même parlé, vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait de l'histoire ici, de l'amour courtois. Donc, c'est possible qu'on soit sympa même dans des associations brèves. L'association brève, c'est pas uniquement hop là, on passe la soirée ensemble, puisqu'on est là, on va en profiter. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la polygynie temporaire. Ça veut dire qu'elle n'est pas imposée d'une manière particulièrement longue aux individus. Voilà, ce sont en fait des femelles qui chacune vont se situer à un endroit donné, comme par exemple les belettes, elles chassent dans leur petit secteur donné, et puis voilà qu'un mâle qui lui chasse dans un autre secteur se dit tiens, je vais faire une petite excursion, je vais aller voir la copine. Alors il passe d'abord voir Henriette, après il passe voir Julie, après il passe voir une autre femelle, etc. Et en force de faire ça, on aura bien entendu un individu polygyne. Le mâle, il aura copulé avec plusieurs femelles. Chacune des femelles, en général, apparaissait, dans cette hypothèse de polygynie temporaire, comme étant parfaitement fidèle à un seul mâle. On va voir que c'est rarement le cas, mais dans un premier temps, imaginons que c'est quand même bien connu, les mâles, c'est des donjouans, les femelles, ce sont des saintes. Ces excursions de reproduction, on les retrouve aussi, par exemple, chez l'orang-outan, enfin, du moins, on les retrouvait, en théorie aussi, chez l'orang-outan, qui avait en quelque sorte l'aptitude à se promener d'un territoire de femelle à un autre territoire de femelle. Et on comptait alors, évidemment, que le territoire du mâle englobait le territoire de plusieurs femelles. Chez la belette, le mâle va rester 3-4 jours avec la femelle, avec chaque femelle. Et puis il va repartir. Ça vous rappelle quelqu'un? Ouais, ça existe. Ensuite, toujours dans la polygynie temporaire, on a la polygynie de dominance. Alors là, c'est relativement simple. Les mâles vont s'associer entre eux ou au contraire vont rester dans un groupe en affirmant qu'il y en a un qui va vouloir copuler plus avec les autres. Et alors, la manière, vous vous rappelez de la dominance, on l'a fait la semaine dernière, la manière d'empêcher les autres de copuler est évidemment la question essentielle, et pour cela, les mâles n'hésitent pas à jouer des muscles, à jouer du bec en l'occurrence quand il s'agit de paradisiers, ou au contraire à jouer de leur capacité à faire peur aux autres. Toutes ces intimidations vont fabriquer une polygynie de dominance. Un mâle va donc surtout copuler avec les femelles, mais il y a plusieurs mâles, et donc du coup, évidemment, ça donne une impression particulière. La dominance est un moyen d'avoir accès aux femelles en empêchant les autres d'y avoir accès. C'est un rapport de force, hein, vous vous rappelez, on l'a dit la semaine dernière. Prenez par exemple le cerf-félaf. Alors on pourrait croire que le cerf-félaf, c'est le grand mâle dominant qui vient. En effet, la première chose qu'il fait sur le site où sont regroupées les femelles, les biches, c'est poursuivre tous les autres mâles en leur disant toi je ne veux pas te voir, il faut que tu partes. Et la bataille qui persiste entre ce mâle et tous les autres conduit évidemment petit à petit à n'avoir plus qu'un seul mâle sur la zone de reproduction. Ce mâle va essayer de copuler alors avec 80% des femelles présentes. Du moins c'est toujours la théorie de tout ça. Hein. Chez l'otaria fourrure, c'est simple. Le grand mâle dominant d'otaria fourrure, il vient à l'endroit où les femelles mettent bas, parce que d'habitude ce sont des animaux aquatiques, marins, et donc il faut, au moment de la mise bas, que les femelles se regroupent sur des plages. Elles vont se regrouper sur les quelques grandes plages disponibles ensemble pour être protégées d'éventuels prédateurs, et là elles mettent bas. Et dès qu'elles ont mis bas, le mâle considère qu'elles sont disponibles. Et donc il vient, et tout de suite il essaye de copuler avec le plus de femelles possible. Son manière de faire est assez simple. Pour être séduisant, le mâle a décidé d'être intimidant. Et si une femelle ne veut pas copuler, elle se prend des coups dans la figure. Ouais, c'est tout à fait intéressant comme procédure. Donc il y a certaines femelles qui quand même essayent d'échapper à tout ça, mais ça on en reparlera. On appelle ça donc de la polygynie de dominance, et elle est temporaire, puisque lorsque la reproduction, lorsque le mâle a fini ses copulations, eh bien évidemment, l'individu va partir. Tout ça, ça fonctionne bien chez des espèces qui ont une saison de reproduction extraordinairement étroite, dans lequel la fécondation va être limitée à un rut particulier. Ça va moins bien marcher chez les espèces qui vont avoir un système différent. Cette polygynie va donc petit à petit devenir permanente lorsqu'on n'est pas très sûr que la femelle
n'est pas fécondable à d'autres moments donnés que celle de la saison de reproduction. Le moyen est simple, c'est le moyen du coq. En quelque sorte, il va venir dans le groupe des femelles, dans lequel il est invité au départ, et là, il va empêcher les femelles de trop bouger de ce groupe. Ça ne veut pas dire que les femelles ne peuvent pas s'échapper, mais comme souvent elles sont sœurs, copines, tantes, etc. entre elles, elles ont tendance à rester entre elles, et du coup, le mâle va réussir à avoir un harem. Ce harem permanent est très très rare chez les espèces animales, alors que la polygynie dispersée est un cas très fréquent, apparemment. La polygynie permanente se retrouve que chez quelques espèces. On va retrouver ça chez quelques oiseaux, chez les chevaux, c'est bien connu, hein, l'étalon va avoir la troupe de juments, on va retrouver ça aussi chez les lamas, par exemple, et puis on peut retrouver ça chez les gorilles ou certains singes, qui vont effectivement montrer le fait qu'un mâle va dominer une troupe de femelles. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit évidemment qu'il y a aussi des mâles. Dans un premier temps, on prenait ces sous-mâles pour être surtout les enfants des femelles. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y croit. Et évidemment, même si le nazik donne l'impression d'avoir un harem, il y a d'autres mâles qui cherchent parfois à lui ravir la place. Nous sommes donc dans un groupe théorique, pour l'instant, qui colle bien avec ce que les humains ont envie d'entendre. Car tout ça nous amène petit à petit vers quelque chose, alors que les humains n'ont pas forcément envie de savoir, c'est la polyandrie. Mais comme elle est très rare, ce n'est pas très très grave. En fait, la polyandrie, officiellement, en tant que système de reproduction, est très rare. Les femelles ne copulent jamais avec plusieurs mâles. Non, elles en choisissent un pour la vie. Rassurez-nous, mesdames. Et comme nous avons beaucoup besoin d'être rassurés, nous les mâles, et que c'est quand même les mâles qui décident de tout, ou presque, eh bien, évidemment, la polyandrie est très rare. On la trouve chez le jacana, chez qui la femelle va pondre des œufs dans le nid que le mâle a fait. Hein, le mâle, il fait plein de nids, enfin, plusieurs mâles chaque mâle fait un nid plutôt, 4-5 mâles à peu près, et elle vient voir un premier mâle en disant « Est-ce que je suis belle? Oui, je suis belle. Bon, allez, hop, je te donne des œufs, maintenant tu te débrouilles. Tu couves, tu travailles. Après, je vais voir un deuxième mâle. Maintenant, tu te débrouilles. Tu couves, tu travailles, etc. » Et donc, jusqu'à 5 mâles comme ça. Puis, de temps en temps, elle repasse voir. Tu t'en es bien occupé, tu t'en es mal occupé. Dans la réalité, elle travaille beaucoup plus qu'on croit. Parce que s'occuper de 5 mâles, je vous le dis tout de suite, mesdames, ce n'est pas facile. C'est du travail. Déjà, celles d'entre vous qui vous occupez d'un mâle, vous savez que quand il commence à vous dire, le jour où il commencera à vous dire « Allez, il faut laver mes chaussettes », là, je vous le dis de suite, abandonnez toute idée de rester. Hein, parce que vous allez largement vers les ennuis futurs. Et puis, on a des espèces intéressantes, comme par exemple le phalarope. Car chez le phalarope, regardez, le mâle n'a pas de couleur, la femelle a des couleurs. Alors là, ça colle bien avec ce que veulent les ornithologistes, c'est-à-dire penser que tous les mécanismes de séduction sont basés sur la coloration des mâles. On le sait, le paon, il fait la roue pour séduire la femelle, le faisan, il est coloré parce que, comme ça, la femelle, elle est séduite. Les mâles sont faits pour séduire les femelles. Tout ça, ce sont des idées provisoires. Hein. Vous gardez ça dans un coin de la tête et on va voir comment les choses vont avancer. Mais évidemment, ça, vous le connaissez déjà. Ça fait des années qu'on vous en parle, vous avez fait des cours en terminale, vous avez ouvert la télévision et tout ça, vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Les mâles, les plus valeureux, les plus beaux génétiquement, vont être ceux qui vont avoir le plus de femelles, etc. Nous sommes dans le darwinisme, ne l'oublions pas. Et puis il y a la monogamie. Alors c'était simple, la monogamie. La monogamie, c'est normalement un individu qui séduit un autre partenaire, et ils vont passer leur vie entière à s'occuper de leur bébé par la suite. C'est une idée biologique, la monogamie. Ça veut dire qu'on a une fois une relation avec un individu, ou parfois plusieurs fois la même relation, mais toujours avec le même individu. Et là, on voudrait essayer de faire rentrer dans ce truc-là des espèces animales. Alors il y en a qui semblent rentrer. Le cygne, la mésange bleue, le dik-dik, même le gibbon peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Mais imaginez ce que ça veut dire. C'est une catégorie dans laquelle il n'y a qu'un partenaire pour la vie, alors que s'il y en a deux, ça y est, on passe déjà à de la polygynie ou de la polyandrie. S'il y en a trois, on est toujours dans la polygamie.
S'il y en a 50 aussi, s'il y en a 100 aussi, s'il y en a 300 aussi. Donc, a priori, c'est une catégorie qui est vraiment minuscule. Vous imaginez? Et puis, pourquoi faire? Pourquoi faire est-ce qu'on serait monogame? Non, je parle des animaux. Je vous rassure. Les mâles ont en effet, vous le savez, une tendance à s'exciter bien plus facilement sur des femelles différentes. Je parle des animaux. Non, je ne fais aucune allusion à votre petit frère quand il regarde les sites d'internet particuliers. Jamais un mâle ne regarderait quelqu'un d'autre que sa propre compagne. Quant à vous, mesdames, c'est pareil, vous êtes fidèles pour la vie. Alors, entre les serments amoureux, qui sont très beaux quand on est jeune, et la réalité sociale, peut-être y a-t-il une différence. Mais pas chez les animaux, car les animaux, c'est bien connu, ils font ça pour la reproduction, exclusivement, et donc, évidemment, ils n'ont aucune raison de changer. Pourtant, quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que cette monogamie a une composante sociale. On voit bien les animaux rester ensemble, notre ami le troglodyte, notre petite mésange bleue, notre cygne tuberculé, et puis une composante génétique, c'est-à-dire que quand on analyse la portée, la nichée qu'ils vont avoir, là, on a des surprises. Figurez-vous que jusque dans les années 80, les biologistes estimaient que 80% des oiseaux, et notamment chez ceux qu'on appelait à l'époque les passeriformes, les oiseaux chanteurs en quelque sorte, 80% des oiseaux étaient monogames. Le merle, il avait sa merlette, la chouette, elle avait sa chouette, la mésange bleue avait sa mésange bleue. Et puis il y a quelques farfelus qui, au début de la génétique, se sont dit, mais maintenant qu'on a un outil, on va pouvoir regarder dans la nichée comment ça se passe. Et alors là, trouble fait des troubles faits, ces généticiens ont montré que dans la nichée, dans les œufs de la mésange bleue et dans les œufs des autres oiseaux, mais il y avait bien des frangins et des frangines, mais au milieu de tout ça, il y avait un ou deux individus qui n'avaient rien à voir. Au minimum, ils n'avaient pas le même père que ceux qu'il pouvait y avoir dans le... En fait, on sait maintenant que chez la plupart des oiseaux chanteurs, hein, je suis désolé de vous infliger une telle chose, eh bien, chez la plupart des oiseaux chanteurs, 40% à peu près de la nichée, c'est une moyenne. Chez certains, ça va jusqu'à 90%, chez d'autres, c'est 20%, mais généralement, il y a toujours le témoignage d'une infidélité féminine. Oh. Ah non, mais j'ai bien utilisé le terme. Hein. Les biologistes, nous, on parle de manière neutre, alors on dit que c'est une copulation extra-couple, hors couple, une extra-pair copulation, une copulation hors couple. Mais ça veut quand même dire que les biologistes qui disent ça vous disent que la situation normale, c'est le couple. Ben oui, ça serait la situation normale, le couple. Et puis que, alors on ne veut plus utiliser le mot infidélité, parce que ça serait quand même grave de dire que les femelles sont infidèles. Attention, pour qu'une femelle soit infidèle, il faut peut-être qu'il y ait aussi des mâles disponibles. On va dire que la fidélité des mâles n'est pas non plus totalement assurée dans cette histoire. Donc, la monogamie commençait à prendre l'eau. Et il a fallu travailler beaucoup pour arriver à des espèces monogames, comme par exemple notre ami l'albatros hurleur. Alors vous voyez ces mouvements de cou particuliers. Il s'agit des fiançailles. Ça peut durer des années chez l'albatros hurleur. En fait, on va dire grossièrement que l'albatros hurleur vous ressemble à vous. Et oui, ils se connaissent jeunes. Une fois qu'ils se sont connus jeunes, ils se fiancent pendant longtemps, avec des jolis claquements de bec, vous voyez, des mouvements particuliers. Ils s'embrassent. Vous avez remarqué, ils s'embrassent. Bon, c'est pas un baiser extraordinaire, mais ils s'embrassent. Et puis, au bout d'un certain temps, quand ils vont être âgés, mettons 12 ans à peu près, quand ils sont dans leur début d'adolescence, là, ils vont commencer à avoir des gestes un peu plus tendres. On va commencer à se toucher davantage. On décide qu'on va se marier ensemble, un jour. On continue la parade, d'année en année. N'oubliez pas qu'ils s'envolent chacun dans leur coin et qu'ils reviennent sur le même site se revoir. Tiens, où est-il, mon copain, ma copine? Et là, on va rester ensemble un certain temps et ça va durer. Et mettons que vers l'âge de 18 ans, on commence un peu à essayer les choses de la sexualité. Voilà, personne d'entre vous aurait osé avant quand même, hein, c'est comme ça. Il faut attendre la majorité quand même pour le faire. Et une fois qu'on a fait ça, bien comme vous, les deux partenaires vont rester toute leur vie ensemble. Comme vous, lorsque l'un va mourir, l'autre risque de mourir de chagrin sur sa tombe.
Tout ça, c'est très romantique, évidemment. Oui, c'est lourd, hein, un albatros. Hein, pour s'envoler, il faut du temps. Voilà donc la parade de l'albatros sur l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre chez l'albatros sur l'heure, c'est que ça dure très longtemps. La parade va durer pendant des années. Et vous pouvez vérifier auprès des autres espèces, y compris des espèces que vous pouvez rencontrer en ville, on ne sait jamais, qu'effectivement la parade sexuelle dure un certain temps. Chez le troglodyte, il a déjà commencé, alors que évidemment la reproduction ne se fera pas avant un mois à peu près. Chez l'espèce humaine, il y a déjà des individus qui ont commencé, alors que leur reproduction ne doit pas se passer avant parfois plusieurs années. Ces éléments sont donc essentiels. Mais sommes-nous quand même dans la monogamie? Et puis il y avait un autre groupe. C'était le groupe des désignés sous le terme de multimâles, multifemelles. Là, en gros, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ce qu'on pouvait dire, c'est que c'était un système sexuel dans lequel il y avait pas mal de mâles, pas mal de femelles, et dans lequel, évidemment, les individus s'accouplaient de temps en temps les uns avec les autres. Souvent parce qu'il y avait un rassemblement des couples, c'est ce qu'on estimait, puisque le couple était la base. Chez les buffles, chez les rennes, tout ça, ça peut former des grands troupeaux, avec des individus qui vont rester côte à côte, mais sexuellement, ils vont rester quand même en couple, voire des fois en système de polygynie, mais ça pouvait quand même arriver qu'une femelle, de temps en temps, aille voir le groupe d'à côté, ou qu'un mâle aille voir le groupe d'à côté. Bah, mettez-vous à la place de ces pauvres mâles, on ne peut quand même pas rester toute sa vie au milieu de femelles sexuellement attractives et puis ne rien faire. Vous connaissez un mâle qui ferait rien au milieu de femelles attractives? Si vous en connaissez un, vous me le dites. En général, vous avez à peine l'âge de 12 ans que déjà vous savez que les mâles, vous pouvez les séduire. Chez les animaux, c'est pareil, hein, vous ne faites pas d'illusions. Alors là, cette polygynandrie, groupe multimâle, multifemelle, était fréquente. On voyait ça chez beaucoup de singes, notamment. Chez le singe hurleur brun, par exemple, ou d'autres. Les mâles se mettaient ensemble, parfois, pour défendre leur territoire, pour chanter. Chez le singe hurleur, évidemment, la caractéristique essentielle, c'est cette grande capacité à émettre des sons, des vocalisations particulières, avec une gorge qui est tout à fait définie. Chez Papua nubis, le babouin, là encore, on avait des groupes mâles et tout. Alors les chercheurs ont trouvé, en étudiant ces groupes, qu'il y avait des mâles qui marchaient devant pour protéger la troupe, d'autres mâles quasi dominants qui marchaient derrière pour protéger la troupe. Et puis les pauvres femelles, qui sont forcément vulnérables, et qui sont toujours les victimes. La plupart du temps, les femelles sont d'abord des victimes de la société, des singes. Je parle que des singes, là. Hein. Évidemment, donc, cet aspect victimaire des femelles faisait que les mâles les protégeaient. Et ils se défendaient contre le léopard. Tout ça, ça a été publié, hein, le léopard attaquant les singes. Et donc, il voulait attaquer d'abord les plus vulnérables, les femelles et les jeunes. Et donc, les mâles étaient là pour les protéger. On avait donc un joli système bien patriarcal, parfaitement expliqué par la prédation, par la difficulté de vivre, par la peur des femelles, etc. Sans ce système, sans les femelles, pas de système patriarcal. Évidemment, c'était clairement établi dès le départ. Et cette polygynandrie était donc une polygynandrie de dominance. Alors c'est assez fréquent, quand vous regardez par exemple les singes, vous pouvez aller dans un zoo, vous allez regarder les chimpanzés par exemple, mais vous allez voir, à un moment donné du matin, il y a un mâle qui commence à faire du bruit partout, qui court en tapant partout, en tapant sur les feuilles, etc. Et tout le monde vous dit, c'est le mâle dominant. Eh bien oui, on l'a vu la semaine dernière, vous vous rappelez, le mâle dominant, c'est celui qui tape sur tous les autres, celui qui fait du bruit et qui essaye de dire aux autres, les autres, vous vous taisez. Ça veut dire qu'il y a bien des mâles qui passent leur temps, en effet, à élaborer un rapport de force particulier, de manière à garder l'ascendant sur les femelles. Ça, vous connaissez déjà, vous avez bien vécu tout ça déjà. Et puis, plus on avance, plus on s'aperçoit que ces mécanismes particuliers sont un peu faussés. On a par exemple maintenant défini des groupes dont la dynamique sociale était une dynamique de fission-fusion. Alors on va en reparler quand on va faire la société, la manière dont la vie sociale s'élabore, parce que c'est important. Car en fait, dans la dynamique fission-fusion, la plupart du temps, les individus changent. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui, en fonction des heures de la journée, peut être différent. Que ce soit chez les girafes, chez les bonobos, là vous avez des bonobos par exemple, mais c'est aussi le cas chez plein d'espèces. On n'imagine pas, par exemple, une espèce dans laquelle il y aurait des groupes qui se formeraient en disant « Tiens, on va aller au cinéma ensemble », et puis qui le soir ne seraient pas les mêmes, parce qu'ils allaient manger ensemble.
ou qui, dans la journée, feraient autre chose, parce qu'ils iraient prendre des cours ensemble. On n'imagine pas. Eh bien, évidemment, vous comprenez bien que cette dynamique fission-fusion existe dans la plupart des groupes et des espèces animales. Mais où la placer? Est-ce que cette dynamique entre dans les systèmes sexuels, ou est-ce qu'au contraire, elle est juste un système social dans lequel, évidemment, il n'y aurait jamais de sexualité possible? C'est un peu difficile, parce que votre famille fait bien partie de ce groupe fission-fusion. Vous-même, de temps en temps, vous la quittez, vous revenez. On voit très bien qu'il y a, dans ces mécanismes-là, des éléments qui vont pourtant être sexuels. Car, je vous le rappelle, nous sommes tous issus de parents qui ont forcément, à un moment ou à un autre, copulé. J'en suis désolé, mais il faut l'avouer. Donc, chez les girafes et chez les bonobos, on ne rentrait pas tout à fait dans le... C'est pas très grave. Car une autre particularité qui va nous prouver la différence des rôles entre les mâles et les femelles, c'est le dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, c'est cette différence qui existe entre les mâles et les femelles. Alors c'est simple. Les mâles sont les plus grands et les plus forts. Regardez ici notre ami l'orang-outan. Et les femelles, elles, au contraire, vont présenter d'autres caractéristiques. Ce dimorphisme sexuel va donc catégoriser les individus en fonction de leur fonction dans le groupe sexuel. Les mâles vont être différents des femelles parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes raisons d'être dans le couple. Évidemment, sinon, s'ils avaient les mêmes raisons, on aurait la même chose. Le mâle, il est là pour défendre la femelle. Oui. La femelle, elle est là pour faire des petits. Ça, c'est la théorie biologique qui a annoncé ça. Non, non, je sais que j'ai ici quelques personnes qui ont fait de la philosophie, de la sociologie et même de la psychologie, et qui, par conséquent, trouvent que je caricature un tout petit peu le monde. Eh bien, pourtant, c'est comme ça qu'il était caricaturé. Et dans vos têtes, il l'est peut-être encore un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous attendent le prince charmant, et que pour cela vous avez embrassé beaucoup de crapauds, vous vous rappelez, on a calculé le nombre qu'il fallait embrasser pour y arriver, et que certaines d'entre vous qui n'attendent pas le prince charmant attendent la princesse charmante, ça revient tout de même, c'est pas en difficulté. Quant aux mâles, eux, ils attendent des partenaires sexuels. Pas tout à fait un hasard si j'ai utilisé ces mots-là, car évidemment, la divergence d'intérêt n'est pas tout à fait inexistante. Alors, reprenons tout ça. Au départ, Charles Darwin a donc développé toute une théorie géniale, indépassable, qui nous dit, c'est simple, la vie naturelle dépend d'une seule chose, la sélection naturelle. Ça veut dire en gros que les individus ont inventé des organes qui sont efficaces, et qu'ayant inventé des organes qui sont efficaces, ayant du moins des organes efficaces pour certains d'entre eux, eh bien ils vont mieux se reproduire, survivre et se reproduire. On dit toujours qu'il y a les deux dimensions, réussir à survivre et réussir à se reproduire. Mais notez bien que si on ne survit pas, on ne va pas bien se reproduire, et que pour se reproduire, il faut survivre. Donc les deux éléments sont un peu le pile et le face de la même pièce de monnaie. Cette sélection naturelle, elle est vue comme quelque chose d'assez violent. L'environnement, ici, vous voyez, l'environnement, c'est la hyène, va sélectionner des individus, c'est-à-dire les faire vivre ou pas vivre. Et ceux qui disposent des éléments les moins efficaces, de nos jours, les néo-darwiniens ne veulent pas dire que c'est les éléments les plus efficaces qui gagnent ou les meilleurs. Alors ils disent, c'est ceux qui sont les moins efficaces qui perdent. Cherchez l'erreur. Bon. Vont évidemment disparaître. C'est clair. Les handicapés, les personnes qui n'ont pas les jolies couleurs de cheveux qu'il faut, bon, vont pas survivre dans la nature parce que c'est beaucoup trop dur. Car la nature, c'est la loi de la jungle. La psychose, c'est la loi de la jungle. Les études, c'est la loi de la jungle. Il faut évidemment être le meilleur ou mourir. La recherche scientifique, c'est pareil. Il faut être le meilleur ou mourir. C'est simple. Et donc, on va avoir une flopée d'individus qui vont disposer d'un organe particulier qui est né par hasard. Hein, l'exemple typique, c'est la girafe. Il y avait des girafes à petit cou, des girafes à moyen cou et des girafes à grand cou, mais n'ont réussi à survivre et à se reproduire que les girafes à grand cou. C'était donc la sélection naturelle. Notez bien que dans cette dimension, il y a déjà la reproduction. Mais ça marche, ça, pour les organes qui sont efficaces. En quelque sorte, il faut être efficace pour vivre. Notez bien aussi que cette efficacité est très dure à mesurer, parce qu'on la mesure toujours après coup.
On dit, tiens, puisqu'il n'y a plus que des girafes à grand cou, ça veut dire que les girafes à petit cou ou à moyen cou étaient forcément moins bonnes. Vous voyez, le raisonnement est un tantinet circulaire. Je décide que seuls les bons peuvent vivre. La preuve, c'est qu'il n'y a que les bons qui ont survécu. Ça tourne un petit peu en rond. N'importe qui s'apercevra que donc cette théorie de la sélection naturelle est totalement indépassable. Forcément, les individus les plus adaptés, ceux qui ont les meilleurs éléments, vont mieux survivre que les autres. J'en doute pas une seconde. Hein. Si moi on me met à faire un 100 mètres en face de quelqu'un qui court, ben, je risque de moins gagner que l'autre, forcément. Bon. De la même manière que si d'un seul coup on me demande de parler javanais, ben, je vais être moins efficace pour séduire. Hein. Surtout s'il s'agit de séduire une fille en javanais, vous comprenez la difficulté. On peut y arriver, mais ça va demander de longues années d'études en fac et je n'ai pas envie d'y retourner, moi. Donc on s'aperçoit que la sélection naturelle dit simplement ça, les individus qui ont survécu disposaient des meilleurs moyens. Et c'est parce qu'ils disposaient des meilleurs moyens qu'ils ont survécu. Alors l'exemple typique, c'est le fameux pinson de Darwin, hein, avec tous ces pinsons qui utilisent des becs différents pour réussir à vivre dans les Galapagos. Vous vous souvenez, en fait, Darwin avait fait son voyage dans les Galapagos, là, il avait fait une collection d'oiseaux. Alors au 19e siècle, quand on fait une collection d'oiseaux, c'était à coup de fusil. Ça s'est toujours passé comme ça entre le 18e et le 19e siècle. À l'époque, il fallait collecter des échantillons. Des fois, on mettait des filets, mais le plus souvent, il fallait... Le fusil était un outil très efficace pour réussir à faire une collection. De nos jours, c'est plus difficile. Vous imaginez, vous, psychologue, si vous voulez faire une collection comme ça de gens qui ont des pathologies? En même temps, ça peut être avantageux des fois dans certains cas, on ne sait jamais. Hein. Il y a peut-être des individus, on peut les collectionner comme cela. Après, on n'est pas obligé de tirer non plus avec le fusil. Mais bon, c'était l'époque. Et donc, ces naturalistes ont inventé cette théorie. Cette théorie-là ne plaît pas trop parce que l'idée que ce sont les meilleurs, évidemment, c'est une idée eugéniste. Ça veut dire que ce sont les meilleurs qui réussissent partout. Et ça, pourtant, on vous la met partout dans la tête. Qu'il faut avoir les meilleurs gènes. Quelle est la meilleure manière d'avoir les meilleurs gènes? Ben, ça serait évidemment que toutes les femmes copulent avec des prix Nobel, etc. Rappelez-vous, il y a un petit brun moustachu qui a dit un jour que l'idéal, ce serait que les blonds aux yeux bleus copulent avec des blonds aux yeux bleus. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et il a organisé tout un monde dans lequel il faisait d'un côté l'élimination des tziganes, des handicapés, des homosexuels, et bien entendu des gens qu'il n'aimait pas, alors qu'il a essayé de qualifier juifs ou autre chose. Et puis de l'autre côté, il invitait ses SS à copuler avec des Suédoises, avec des femmes blondes aux yeux bleus pour avoir des descendants blonds aux yeux bleus. Voilà l'idée de l'évolution qu'on avait au début du XXe siècle. Cette idée, il ne l'a pas piochée au hasard. Il a évidemment pioché dans un darwinisme actif qu'on a appelé par la suite le darwinisme social. Non, c'est pas beau le darwinisme social, il ne faut pas en faire, c'est pas beau du tout, c'est triste. N'empêche que l'eugénisme est resté jusque dans les années 80 au minimum aux États-Unis, avant d'être officiellement déclaré non utilisable, qu'il y a eu des sociétés d'eugénisme, dont d'ailleurs le cousin de Darwin et le fils de Darwin ont fait partie, et que évidemment cette activité eugéniste, si elle s'est faite à un stade industriel en Allemagne nazie, c'est quand même pratiqué un peu partout, depuis la Suède en passant par la Pologne, l'Afrique noire. Actuellement, il y a un seul pays au monde qui avoue avoir une politique eugéniste, c'est la Chine. La Chine a décrété en effet qu'elle avait une politique eugéniste positive, c'est-à-dire qu'elle essaye de s'arranger pour que les plus intelligents, les plus beaux des Chinois réussissent mieux et on leur donne des bourses. Ça s'appelle presque un avantage au mérite. Sauf qu'on les sélectionne très jeunes, comme certaines personnes voulaient le faire, vers l'âge de 3 ans et demi à peu près, pour qu'on puisse leur donner les moyens. D'autres pays ont abandonné l'eugénisme, par exemple l'Australie a officiellement abandonné l'eugénisme en 2009. Attention, c'est officiel. L'Espagne, par exemple, a interdit l'eugénisme depuis les années 70. Et pourtant, grâce au système de fécondation artificielle, eh bien, il y a encore des médecins qui demandent, mais vous préférez que ce soit un fils ou une fille? Vous préférez qu'elle ait des yeux bleus ou des yeux marrons? Car en effet, on peut quand même un peu sélectionner les différents embryons. C'est théoriquement interdit, mais ça se propose de plus en plus, y compris en Californie, aux États-Unis ou ailleurs. Et l'eugénisme peut avoir d'autres manières d'exister, à travers des allocations. Il y a des gens qui disent on va donner des allocations familiales qu'à certaines personnes. Les blonds aux yeux bleus. Bon, d'accord, pour l'instant, on va te donner même un peu à tous ceux qui sont un peu blancs, quoi.
Après, on va commencer à diminuer, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des projets comme ça pour essayer de faire du génie. Attention, le génisme a tous les moyens de faire. Hein. Vous-même, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien que les enfants soient des génies, hein, pourquoi pas. Et puis, il y a la réparation génétique. Réparer les gens génétiquement, c'est quand même, là aussi, essayer d'améliorer les choses. Parce qu'à partir de quand ça commence une maladie génétique? Bon, quand on perd ses jambes, ok, c'est pas bien. Quand on perd ses yeux, là, c'est des maladies génétiques. Mais quand on rote un peu trop souvent, ou quand on bégaye, c'est une maladie qui est grave, qu'il faut à tout prix soigner. Si on soigne les maladies quand on bégaye ou quand on rote, pourquoi pas soigner une maladie atroce qui s'appelle ne pas avoir les yeux bleus? Pourquoi ne pas soigner une maladie atroce qui s'appelle avoir les cheveux bruns? Pourquoi ne pas soigner une maladie atroce qui s'appelle être blanc, ou être noir, ou être jaune, ou être bleu? Ah, on ne sait pas où ça commence, on sait où ça finit. Donc le néo-darwinisme a voulu quand même essayer de faire les choses. Et puis, comme on avait inventé la génétique, il fallait que la théorie de l'information génétique puisse être associée à la théorie de la sélection naturelle. Théorie de la sélection naturelle nous disait quelque chose de simple. Le succès des individus, c'est pas qu'ils sont les meilleurs, mais c'est qu'ils vont mieux se reproduire. Et si un individu se reproduit plus qu'un autre, c'est qu'il est succès. C'est logique puisque c'est la diffusion des gènes qui va évidemment se continuer. Donc chacun d'entre vous a une meilleure valeur sélective s'il fait 4 enfants alors que l'autre n'en fait que 3. Et vous, mesdames, vous savez qu'en théorie, vous pouvez aller jusqu'à faire 33 enfants à peu près. C'est la moyenne possible pour une femme. Oui, je sais, c'est impressionnant. Toutes celles d'entre vous qui ne veulent pas avoir 33 enfants sont donc déjà des darwiniennes sceptiques, vous voyez. Et celles qui veulent en avoir que 19, c'est pareil, hein, vous ne faites pas un gros effort. Il y en a combien qui veulent au moins 19 enfants? Voilà, bon, en général, vous vous limitez à des petits chiffres, hein, c'est pas sérieux. Vous voyez, vous n'êtes pas pour diffuser vos gènes. Vous refusez cette hypothèse. C'est pourtant ça, l'évolution. L'évolution, c'est que certains vont laisser plus de gènes que d'autres. Et évidemment, tout ça repose sur l'hypothèse de l'information génétique. L'hypothèse de l'information génétique, c'est que ce sont les gènes qui comptent. On sait maintenant que beaucoup moins que les gènes, ce qui compte beaucoup moins que l'information que les gènes portent, c'est leur expression. Mais pendant très longtemps, on a croyé évidemment qu'un gène était un élément, ça fabriquait une protéine, et donc cette protéine, elle était absolument essentielle pour les éléments génétiques, pour les éléments futurs. Alors voilà les inventeurs du néo-darwinisme, qui maintenant est passé pour devenir la théorie moderne. Parce qu'à l'époque du début du néo-darwinisme, ça restait quand même assez eugéniste, et petit à petit, il a fallu cacher cet eugénisme, ou du moins l'enfouir un petit peu, et donc on a appelé ça la théorie moderne, théorie synthétique de l'évolution, parce qu'elle synthétise l'information génétique et le succès de reproduction, et dans la théorie moderne, maintenant, on a enlevé toute référence au succès, au meilleur. On a enlevé le meilleur. On ne dit pas que les individus sont les meilleurs parce qu'ils ont du succès, on dit juste qu'ils ont du succès, donc ils sont sélectionnés. Tout ça, c'est fondé. Oui, c'est pas moi qui dis ça, vous l'avez appris à l'école. Hein. L'évolution résulte donc de ce que certains vont laisser plus de gènes que d'autres. On s'aperçoit que la théorie est en train de glisser d'ailleurs de plus en plus, puisqu'on est de moins en moins dans le darwinisme qui imposait une loi possible. Là, on est presque dans le hasard. Et grâce à ça, on va pouvoir faire rentrer dans cette théorie qui englobe tout, même des choses qui n'ont rien à voir avec Darwin, comme par exemple ce qu'on appelle la dérive génétique, le fait que certains groupes humains vont avoir des gènes différents, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à côté des autres. Et que c'est un peu le même mécanisme que... C'est une dérive, vous voyez. Les gènes vont changer de génération en génération par hasard. Et donc on va faire rentrer ça maintenant dans la théorie, puisque finalement, c'est juste que l'évolution résulte de ce que certains laissent plus de gènes que d'autres. Mais normalement, ça devrait être le succès de reproduction. Évidemment, pour qu'il y ait une sélection darwinienne, il faut quand même que certains soient un peu avantagés. Ils sont avantagés à travers la concurrence reproductrice. Et bien voilà, on est revenu au point de départ, nous sommes bien dans l'hypothèse qu'il y a une concurrence entre les individus et que cette concurrence va permettre la reproduction. Attention, cette concurrence, comme nous le raconte Dawkins, en 1990, elle est simplement fondée sur le fait que les individus vont être obligés de survivre. Donc l'environnement, il est passif. Alors l'environnement passif pour Dawkins, c'est le tyrannosaure, qui va sélectionner les deux brontosaures qui courent. Et donc les deux brontosaures courent, poursuivis par le tyrannosaure. Le tyrannosaure va forcément manger les brontosaures. Alors le brontosaure dit à l'autre, mais pourquoi est-ce qu'on s'échine à courir? Puisque de toute façon, le tyrannosaure court plus vite que nous. C'est Dawkins qui raconte la fable. Et l'autre brontosaure de lui répondre, mais je ne cherche pas à courir plus vite que le tyrannosaure, je cherche juste à courir plus vite que toi. Vous voyez, c'est ça la concurrence reproductive ou la concurrence possible chez les espèces. Donc on est bien dans de la concurrence, on est bien dans l'hypothèse centrale que les espèces qui vont diffuser leurs gènes seront malgré tout celles qui vont rester. On ne dit pas qu'ils sont les meilleurs.
un petit peu meilleur à la course. C'est tout. C'est du hasard presque, mais pas tout à fait. Et on est dans la théorie moderne de l'évolution, celle qu'on vous a enseignée à l'école. Sauf qu'il y avait un problème. Pourquoi certains individus disposaient de caractères extravagants? Alors certes, on connaît une forme de littérature particulière qui nous dit que lorsque l'appendice nasal est gros, c'est qu'il y a espoir que d'autres organes soient aussi un petit peu gros. Ça s'appelle une caractéristique indicatrice pour un biologiste. Et les couleurs, c'est pareil. Les couleurs des animaux les rendent séduisants. Mais ça ne peut pas servir à survivre. Au contraire, vous imaginez ces animaux, ils sont terriblement handicapés. Un prédateur, il va le voir tout de suite. L'oiseau coloré, alors qu'il ne le verrait pas s'il n'était pas coloré dans le feuillage. Donc ce ne sont pas des caractères qui assurent la survie. Il fallait donc petit à petit découpler l'hypothèse de la survie de l'hypothèse de la reproduction. Et donc Darwin se dit, c'est relativement simple, il a mis 20 ans à se dire ça, mais il l'a fait quand même, un peu moins de 20 ans, pardon. Il a dit, puisque j'avais inventé ce grand truc qui a vachement bien marché, de la sélection naturelle, je vais inventer un autre truc, la sélection sexuelle. Pas la peine d'aller chercher un grand sélectionneur. Dans la sélection naturelle, c'est un peu ambigu. Il y a un effet un peu déiste. Il y a un grand sélectionneur, ou du moins le hasard, ou la nature. La nature fait que... Vous comprenez pourquoi certains n'ont pas été contents. Ils ont dit non, non, c'est pas la nature, c'est Dieu, etc. Enfin, et puis ils sont toujours en train de se battre. Hein. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est la nature? C'est leur problème, on va leur laisser. Par contre, avec la sélection sexuelle, du coup, on savait qui sélectionnait qui. C'était les amants qui se choisissaient. Et là, ça change tout. Parce que si ces caractères extravagants apparaissent chez les espèces, c'est qu'ils vont favoriser une meilleure reproduction. Ce sont ce qu'on appellera en biologie des caractères hypertéliques. Si vous préférez, des caractères extravagants. Nul besoin d'avoir une grande queue, et pourtant le pan a une grande queue. Nul besoin d'avoir un gros nez, et pourtant le nasique a un gros nez. Grâce à tous ces facteurs, grâce à tous ces éléments, grâce à tous ces facteurs extravagants, l'évolution est devenue une exubérance fantastique de couleurs, d'organes, des tas de choses. Et ces organes, ces couleurs ne sont là que pour séduire. Regardez bien le nez de l'éléphant de mer, c'est un outil de séduction. Ça change tout. Parce que du coup, si tous ces objets, tous ces organes, toutes ces procédures organiques, ces chants aussi, hein, les chants des oiseaux sont là pour ça, ils sont évidemment séduisants, c'est que la séduction va être un mécanisme sélectif. Ah, et oui, ça veut dire, alors ça les messieurs le savent bien, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà pris des vestes. Normal aussi, à force de courir sans arrêt, on se prend des vestes. Eh bien, évidemment, je pense que les dames le savent aussi, mais ça ne se dit pas, hein, que les dames prennent des vestes. Si, ça se dit aussi. Eh bien, on sait bien qu'en effet, on va sélectionner les autres. Chacun d'entre nous est d'un seul coup devenu, non pas un filtre passif comme c'était avant avec la sélection naturelle, mais un filtre actif. Nous sommes donc doublement responsables de l'évolution. 1, par le fait de ne pas faire 33 enfants. 2, par le fait d'avoir choisi tel ou tel partenaire sexuel. Et vous remarquez que dans les deux cas, les femelles sont un peu plus coupables que les mâles. Ça tombe bien, on avait déjà des tas de textes qui, depuis la nuit des temps, nous le disaient. Alors on va quand même pas leur reprocher. Bon, on va pas dire qu'elles sont coupables, c'est jamais que des femelles. Hein, on va pas leur en vouloir. Mais notez bien qu'avec le darwinisme, on est quand même très très proche de cette hypothèse. On va essayer de dire que c'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de darwiniens qui disent non, non, je suis femme d'ailleurs et je ne crois pas qu'elle soit coupable de ne pas faire assez de petits. Bien que, si on ne le pensait pas, on ne voit pas pourquoi on donnerait des allocations familiales pour que les gens fassent le plus possible d'enfants, etc., etc. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans tout cela. En tout cas, on a un truc maintenant, on sait que les caractères exagérés, ils servent à faire qu'on ait une meilleure reproduction. Comment? Ben, le mâle, il a beau avoir une grande queue, il ne fera pas une meilleure reproduction s'il n'arrive pas à séduire une femelle. Il faut donc supposer que ce sont des caractéristiques indicatrices qui vont indiquer à la femelle, regarde, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, et donc je suis censé pouvoir me reproduire. Chez les singes, habituellement, vous le savez, la meilleure manière de se présenter, les caractéristiques indicatrices, sont évidemment la longueur du pénis et son exhibition, la possibilité d'avoir du poil bien présenté, et le grand dos argenté des mâles de gorille, c'est bien connu. Non, non, j'ai rien copié. C'est comme ça dans la nature. Attention à ce que vous allez dire. Hein. Normalement, il y a ici, dans la pièce, un individu extraordinairement séduisant.
d'après les caractéristiques aptoprimates. Ah oui, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, tu peux penser ce que tu veux, c'est comme ça. Voilà. Donc la sélection chez Darwin, c'est relativement simple. Donc c'est dans ce livre, hein, The Descent of Man, la sélection, une relation tout sexe. Il y a deux lois, la loi évolutive de la rivalité, les mâles vont se battre pour que les meilleurs mâles soient présents. Alors on ne dit plus les meilleurs, on dit pour que certains mâles soient présents. Ils sont plus forts. Mais ils ne sont pas meilleurs. Ils sont plus forts que les autres. Ils ont les meilleurs gènes. Et puis la loi de l'attirance, parce qu'autrement ça ne marcherait pas, il faut que les femelles soient attirées par ceux qui ont les meilleurs gènes. Alors regardez, c'est simple, là on voit un mâle qui a eu de très bons gènes, et la femelle, ils ont lieu. On va voir qu'il y a quelques petits problèmes dans ces théories-là, mais ça marche quand même. Alors la loi évolutive de la rivalité ou de la bataille, elle est facile à comprendre. Les mâles vont se battre. Ça fait partie de leur nature. C'est pas la peine de vous mettre entre deux mâles qui se battent en disant « mais non, arrêtez, vous n'allez pas vous battre ». Ça fait partie de leurs besoins, ils ont besoin de cela. Et la preuve, c'est que la plupart du temps, les mâles sont dotés d'armes. Eh oui, il n'y a pas que moi. D'autres mâles ont des armes. Ils ont des cornes, ils ont des bois, ils ont des sabots, ils ont toutes sortes de choses dont ils se servent pour se battre. Et ils n'hésitent jamais à y aller. Un mâle qui n'oserait pas se battre, il serait tout de suite négativement sélectionné par la théorie évolutive. Évidemment, vous imaginez. Ce serait un croire. Chez les animaux, c'est drôlement important d'être celui qui va se battre. On retrouve le rapport de force dont on a parlé la semaine dernière. On se retrouve bien dans une situation joliment darwinienne, dans laquelle, effectivement, la loi de la bataille, la loi de la rivalité, va faire que ce sont les meilleurs mâles qui vont survivre. En gros, c'est simple. Les mâles vont se battre, et comme il y en a forcément un qui va être par terre, la femelle, si elle a les bons gènes elle aussi, elle va choisir forcément le meilleur. Vous êtes toutes comme ça. Vous préférez toujours celui qui a gagné, qui s'est battu. La preuve, Napoléon a eu plusieurs femmes. Parce qu'il était un grand guerrier. Et si vous aviez le choix entre, je ne vais pas vous dire qui, mais votre petit ami, mettons, je parle pour les dames, hein, et Benito Mussolini,